Tout ça pour vous amener à accueillir aujourd'hui M. Denis Martin Chabot. Maître Denis Martin, bonjour. Re-bienvenue chez nous. Ben oui, merci. J'étais là pour la nuit de poésie. C'était vraiment un bel événement. Très bien animé par un grand maître de l'animation. Je ne sais pas de qui je parle. Ah, ben c'est toi. Alors, oui, c'est toujours un plaisir d'être ici. J'adore le bistrot Le Sainte-Cat. C'est juste que... Ben, écoute, aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, parce qu'on a... Les règles sanitaires nous obligent à garder nos distances, mais on va dire que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité des gens qui sont ici. Je suis très heureux d'être avec vous autres aujourd'hui. Merci. La qualité, mais en même temps, ce qu'il faut mentionner, les gens, d'une part, peuvent nous voir au numérique, mais ils peuvent nous voir en différé aussi. Ben oui. Parce qu'on remet en ondes ces instants-là, ce qui fait que si tu as un peu de monde à tous les jours, pendant une centaine d'années, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses qu'on lègue à notre postérité. Pendant une centaine d'années, je ne serais peut-être pas là dans 100 ans. Non, peut-être pas, mais il va y avoir encore du monde qui vont te regarder. Cela dit, non, c'est sûr qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui, par la force des choses, nous écoutent, nous regardent via les Internets, puis on est très content qu'ils soient ou qu'elles soient là. Excellent. Puis écoute, moi, on a inventé ça hier. Bon, la Parade des poètes, c'est sa 3e édition, ça existait. On faisait tout le monde ça à pied. On avait quand même un fantasme au départ d'avoir des chars allégoriques et tout ça. Et là, on a commencé à s'engager à avoir des chars allégoriques pour la Parade des poètes. Ça a commencé avec Jean-Paul Daou. Donc, il faut que Jean-Paul ait le premier char en avant. Ça, c'est statutaire, c'est décidé. As-tu bien des brillants? Des brillants, ça va prendre des brillants, ça va prendre des guirlandes, ça va prendre beaucoup de couleurs pour Jean-Paul. Il n'y a aucun problème. On va s'arranger pour en avoir de la couleur. On a des graphers qui vont graffer ça. En 97, on avait fait le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. On avait notre propre char allégorique. Je pense qu'il y avait eu 2500 canettes aérosols pour décorer ce char-là. C'est un char, il y avait beaucoup de couleurs. Donc, on va essayer de reprendre, de battre notre record du nombre de canettes aérosols utilisées. On va demander à nos graphers de s'impliquer pour le char allégorique de Jean-Paul. On a France Bonneau qui va être là. Éric Roger, un gars qui fait de la poésie avec du heavy metal. C'est comme deux mix que je ne m'attendais pas vraiment que ça se mélange ensemble. Il a réussi à me convaincre que ça se mélangeait bien. Il y a qu'Éric pour convaincre le monde que ça marche. Oui, exact. Et je pense que ça serait intéressant que tu puisses animer aussi un de ces chars-là. On pourrait inviter Pascal aussi à prendre place dans le char. Donc, Fierté littéraire, Transpoésie pourrait trouver un espace dans la parade. Là, ça va t'en prendre du brillant, par exemple. Il n'y a aucun problème. Okay. On va s'arranger pour que Jean-Paul soit jaloux de votre char allégorique. On met les chars en compétition un l'autre. Alors, on va se déchaîner. Moi qui est habillé en chaîne aujourd'hui, on va se déchaîner. C'est bien. Écoute, moi, je ne sais pas au courant, mais tu as gagné quand même plusieurs prix internationaux aussi, des prix en journalisme, comme auteur et tout ça. Donc, oui, bien, c'est toujours... j'en parle parce qu'on me dit qu'il faut que j'en parle. J'ai une agente littéraire qui fait ça, parce que ça lui tente. Je pense que je lui paye une bouteille de vin de temps à autre, puis elle s'occupe de moi. Et... Annie Tonneau, que je salue, là, si elle nous écoute présentement ou en différé. Et puis Annie me disait, mais oui, mais puis avec son petit accent de la Belgique, mais là, M. Chabot, il faut vraiment faut mettre de l'avant ce que vous avez gagné, il ne faut pas cacher ça. Alors oui, j'ai en 2017 gagné ce qu'on appelle un prix d'honneur du prix du roman gay. C'est un prix qui est décerné à Paris et par une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Frigo. Puis ils ne font pas de livre de recettes, c'est assez étonnant. Non? Excusez-moi, je me trouve drôle moi-même, ça va pas bien. Hein? Alors, ils ont reconnu donc ces deux romans. Rue Sainte-Catherine-Est, métro Baudry. Et, parle dans le micro, Denis, oui. Et il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais. Ce sont deux romans que j'ai publiés aux éditions La Semaine en 2015 et en 2016. Qui raconte l'histoire d'hommes et de femmes dans le village à Montréal. Et ce que je voulais faire, c'était un peu de raconter par la fiction, mais des choses qu'on a tous vécues dans les années... ça commence dans les années 80, ça commence avant même l'arrivée du village. Je parle beaucoup de la discrimination, de l'homophobie, de la biphobie, la transphobie, la lesbophobie qu'on dit, oui. Et
Et donc, j'amène ces gens-là au travers des années, avec l'émancipation, la révolution sexuelle, les années du VIH, du sida qui sont arrivées. Et je pars donc des années fin 70 aux années 2010, 2011, 2013, avec le deuxième roman. Et c'est écrit sous forme de chronique. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est que ce livre, je n'ai pas une ligne de temps que je suis. Alors, on commence, on retourne en arrière, on revient, on retourne, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin, puis on se rend compte du cheminement qu'on a fait pour se rendre là. Et l'idée derrière ça, c'est que souvent, je trouve que de se promener dans le temps, en avant, en arrière, c'est une façon un peu de méduser mon lecteur ou ma lectrice. Parce que moi, je me dis, si quelqu'un se donne la peine de me lire, je vais me donner la peine d'aller jouer dans son imaginaire, de susciter des réactions. Je crois pas... Ben, oui, on peut lire pour se distraire, mais ce n'est pas le genre de littérature que j'écris. J'écris pour susciter des réactions, pour faire réfléchir les gens. Alors, à travers ça, donc, on comprend l'évolution de notre société. Mais je m'inspire de faits vécus et je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça aux gens, mais j'étais à une séance où on m'interviewait et puis je pense que c'était ici même, c'était même ici avec Amélie Boivin-Anfield. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Oui, mais tel bar, tu parles du Manigance. Je me rappelle, je suis allé dans ce bar-là. Alors, je me suis inspiré d'un bar qui a déjà existé, je l'ai modifié, tout ça, puis c'était pas à Montréal, il était à Hull. Je l'ai transposé à Montréal, mais il y avait tellement de vrais faits dans mon livre et tellement d'autres faits qui ne sont pas vrais que la personne a pris cette fiction-là pour la réalité. Alors, j'imagine que cette histoire a interpellé nos amis, nos cousins français, mais ils ont décidé de me décerner ce prix-là en 2017. Et c'est un bel honneur, c'est le fun d'être reconnu. Peu importe la reconnaissance, c'est juste le fun d'avoir une reconnaissance comme ça. Oui, j'ai gagné quelques prix littéraires dans ma vie, mais pas encore les gros que j'aimerais avoir, genre un prix du gouverneur général, ce serait le fun, mais on n'est pas rendu là, puis peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais de toute façon, l'idée, c'est pas de gagner, c'est de participer. Hein? Mais moi, je disais que l'idée, c'est pas de gagner, c'est de l'écrire. De l'écrire, oui, ça c'est important. C'est la première étape, l'écriture, mais la reconnaissance est importante aussi. C'est un peu de l'essence pour continuer. Oui. Et le fait d'avoir une reconnaissance internationale, que les Français reconnaissent une histoire qui se passe dans un quartier. Oui. C'est ça qui est intéressant, là. Mais elle aurait pu se passer, l'équivalent du village à Montréal, c'est les Marais à Paris. Alors, ça aurait pu se passer là aussi. Peut-être pas de la même façon, peut-être pas avec les mêmes mots. Et d'ailleurs, ça m'a amené à écrire mon prochain roman qui sort en avril cette année, donc le mois prochain, qui s'appelle Escale parisienne. Ça m'a amené un peu à amener un Québécois à Paris et puis de jouer avec ces différents culturels qui ne sont pas si différents que ça. Et comment parfois l'humour de l'un passe moins bien avec l'humour de l'autre. Mais et c'est surtout, ce prochain roman est surtout un roman très introspectif puisque c'est de l'autofiction. Donc, il s'inspire de certains événements de ma vie que j'ai transposés. Je laisse ça là, et qui parle donc de violence dans les relations de couple entre conjoints de même sexe, en l'occurrence 2 hommes. Et j'explore là-dedans aussi toute la notion de qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Et parfois, les rôles s'interchangent parce que la violence n'est pas toujours que physique, elle est aussi mentale, elle est aussi financière. Donc, j'explore ça et j'essaie de le faire toujours d'une façon non complaisante parce que je ne voudrais pas que quelqu'un dise ça en disant « Mon Dieu, pauvre Denis Martin, il a passé au travers de ça. » Non, regarde, j'ai passé au travers, puis je ne suis pas pauvre, je suis capable de m'en sortir. Mais aussi, j'amène là-dedans du non-jugement. Mon Dieu, on est passé à autre chose. Hein? Je me rends compte que c'était pas ça de la littérature. Mais je m'embarque. Mais je me suis embarqué dans le non-jugement. Parce que c'est toujours facile dans une relation de couple difficile, dans laquelle il y a une personne qui est physiquement agressée. On lui dit, mais sors donc de là. J'aimerais tellement que la vie soit simple comme ça. Sors donc de là, tu vas t'en sortir. Ben non.
Moi, je me rappelle que ça m'a pris du temps avant de quitter mes relations toxiques et pourtant, j'ose croire que je suis une personne relativement intelligente, là, puis j'ai une bonne tête sur les épaules, puis je sais ce que je fais. Mais je ne voyais pas cette façon de gérer ce problème-là de cette façon-là. Je l'aimais et je ne voulais pas le laisser, puis je ne voulais pas le perdre. Ça m'a pris un petit bout de temps avant de me rendre compte que finalement, il fallait que je me choisisse moi parce que là, c'était dangereux. Mais cette journée-là, je me suis ramassé avec les 2 yeux au beurre noir. Puis avec les yeux enflés et puis le sang qui me sortait du nez, c'était le temps de sortir de dedans. Est-ce que... tu sais, je regarde ça puis je me dis, je suis bienveillant à mon égard en écrivant ce livre-là, mais en même temps, je voulais démontrer que ces relations toxiques, que ce soit avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un qui est abusif, c'est une dynamique. Puis elle s'installe tranquillement, pas vite, dans un couple. Et moi, ça n'a pas... On était 9 ans ensemble. C'était les dernières années que c'était violent. Tout le reste, je ne le voyais pas venir. Je ne le voyais pas ça arriver là. Et je voulais donc explorer ça. Je ne voulais pas non plus en faire un livre de didactique. C'est pas un livre sur la violence, c'est une histoire où il y a de la violence. Et je le fais aussi à ma façon, avec beaucoup d'humour. Je me suis permis de rigoler dans ce livre-là. Je raconte des anecdotes absolument hilarantes. J'en ai inventé quelques-unes parce que je me disais ça aurait été drôle que ça se passe comme ça. Et j'en ai fait un livre qui, avant même d'être publié, avait été soumis au prix littéraire international indépendant en Italie et qui a été dans les finalistes avant la publication. Et puis, ça a été pour moi... Et j'ai fait cette démarche-là. On m'a approché. C'est même pas mon agente littéraire, rien. On m'a approché sur LinkedIn, quelqu'un que je connaissais à peine, puis qui me dit, écoute, je recrute des gens pour participer à ce concours. Et j'ai entendu dire en lisant sur ton truc que tu préparais un roman qui parlait de la violence dans les relations de couple. Alors, dans les relations de couple entre hommes. Et je trouve que ce serait un bon sujet à proposer à ce concours-là. Alors, j'ai dit, mais il n'est pas publié. Puis ils m'ont dit, non, il n'y a pas de problème. Ils prennent aussi des livres non publiés. Il n'était pas encore publié. Il a été publié quelques mois. En fait, il a été publié. C'est une réédition qu'on fait, je dois dire. Là. Donc, il a été publié quelques mois plus tard. Et j'ai été agréablement surpris de me retrouver finaliste. Je ne m'y attendais pas. Là. Je me disais, mon Dieu, c'est pas une œuvre finie. Et donc, ça m'a aussi rassuré. Donc, si quelqu'un ailleurs dans le monde est capable de comprendre l'histoire que je raconte et que cette histoire-là l'interpelle au point de me mettre finaliste, je me dis c'est déjà... ça veut dire que le livre fonctionne quelque part. C'est ça. Ce concours-là, c'était tous des livres en français ou c'est toutes les langues? Il y avait... Attends, c'est une bonne question. Je pense que c'était du français, de l'espagnol et de l'italien. Je ne crois pas qu'il y avait de livres anglais. Ah, ouais. C'est surprenant. Et tous les livres étaient soumis. Il y avait un jury pour les livres soumis en français, un jury pour les livres soumis en italien. Et on choisissait... Alors, les 3 jurys se rassemblaient avec leurs recommandations, puis en discutaient, puis on choisissait. C'est ce que j'ai compris du processus. Alors, c'est quand même intéressant de compétitionner avec des gens ailleurs dans le monde, avec des plumes et des sujets variés et certainement des gens très qualifiés et qui écrivent très bien. Mais c'est tout un niveau. Tu as gagné un prix international en France, finaliste en Italie, et c'est le fun de pouvoir t'accueillir ici au Salon du Livre Schlager Maisonneuve. Arrête, fais attention parce que les panneaux sont assez proches. Si la tête m'enfle un peu trop, tu vas recevoir un panneau sur la tête. Mais en même temps, tu parles de ces 2 livres-là, 2 livres qui ont été importants pour toi, mais tu en as toute une série de livres. Oui. Je pense que tu en as 13. J'ai publié 13 fois. Alors, j'ai publié une série de 4 romans et j'étais très jeune quand j'avais fait ça, qui a servi pour faire ces deux romans, Rue Sainte-Catherine-Est et Il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais. J'ai tout repris ça. Alors, ces livres-là n'existent plus. Je les avais publiés dans des très petites maisons d'édition. Et quand j'ai rencontré... en fait, Mme Tonneau, qui s'occupe de moi, était éditrice aux Éditions La Semaine. Quand elle a vu ce que j'écrivais, elle voulait absolument me publier. Alors, on a tout retravaillé et refait les livres pour qu'ils soient... en fait, parce que ce sont des livres grand public. On parle peut-être de situations
avec des personnes des communautés de LGBTQIA, mais c'est pas un livre gay, c'est pas un livre pour les gays, c'est un livre pour tout le monde. Et c'est beaucoup ça qui m'a interpellé, qui a fait que je suis allé là. Puis c'est un livre, ces livres-là se sont bien vendus aussi, alors ce qui me prouve que c'est pas... le sujet du livre n'est pas ce qui va empêcher quelqu'un de le lire, c'est comment tu le racontes. Et à mon grand étonnement, on n'a coupé aucune scène de cul, excuse-moi l'expression, dans mes livres. Et pourtant, il y en a. Dans ces deux livres-là, il y en a, parce que je trouvais que ça faisait partie aussi de l'émancipation des personnes homosexuelles. Ça faisait partie de leur émancipation. Donc, de s'affirmer et de s'afficher de ce point de vue-là. Donc, je l'ai fait dans mes deux livres. Dans mes autres livres, non, mais dans ces deux-là, oui. Et je me disais, ils vont me couper toutes les scènes de cul. Ben non. Ils ont coupé des trucs bébêtes, tout ce qui était des jargons. Puis là, on me dit, non, tu ne peux pas parler de ça. Alors, quand on a un jeune public ici, j'essaie de penser à des trucs... bon, par exemple, je n'ai pas utilisé le mot chemsex. Chemsex, pour un grand public, ça ne veut rien dire. Chemsex, c'est quand les gens nécessairement ont besoin de prendre de la drogue pour avoir une relation sexuelle qui va les accomplir, pour accomplir leur relation sexuelle. Alors, de nos jours, on prend du cristal meth, de la kétamine, entre autres. Alors, ce n'est pas un terme que j'ai utilisé dans le livre. Puis elle me dit, si tu utilises ça, puis tu dois le définir, ça alourdit ton texte, coupe-le, puis écris autre chose. C'est sûr qu'il y a des gens qui, probablement, seraient contre ça, mais moi, je me suis dit, je fais tout cet effort-là pour écrire le livre. Je l'ai écrit pour moi, mais quand on le publie, c'est pour les autres. Et je me dis, si les autres ne me comprennent pas parce que je m'entête à utiliser des termes qu'ils ne comprendront pas ou qui vont alourdir la lecture, ben on va l'enlever, puis on va changer ça. Alors, tout simplement, au lieu de parler de chemsex, j'ai parlé d'avoir une relation sexuelle sous l'effet de la drogue. Et pour beaucoup de gens, ça avait beaucoup de sens. C'est important parce que sinon, ça fait des barrières. Et quand il y a une barrière, le lecteur peut fermer le livre, dire OK, je passe à un autre livre. Donc, oui, mais c'est toujours la question entre ma liberté et ma créativité en tant qu'auteur, mon œuvre artistique, ma démarche artistique, et quand je partage, comment je m'y prends pour partager. Et je me dis, quand on me demande de changer un mot, deux mots, à moins que le mot devienne hyper important. Si chemsex c'était le titre du livre et ça faisait partie du livre, là, tu dis, les gens vont le comprendre dès le départ, on ne l'enlève pas. Mais il arrivait, c'est comme ça, de nulle part. Mais j'étais surpris que les scènes de relations sexuelles anales n'ont pas été retirées, que les scènes de violence dans une relation sexuelle n'ont pas été enlevées non plus. Et je ne dis pas là, que c'est des grosses descriptions cochonnes, c'est pas ça l'idée, mais c'est là. Moi, j'avais une raison de les mettre là. Je voulais secouer un peu mon lecteur ou ma lectrice. Moi, quand on me demande, quand je publie un livre, je l'écris pour moi, mais quand je le publie, je retravaille, puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je veux que mon lecteur réagisse à ça? Peut-être que je me trompe en le faisant, mais j'aime bien jouer. Je pense que c'est ça. J'aime jouer avec les émotions de mon lecteur ou de ma lectrice. J'aime que lorsqu'ils déposent le livre, ils sont dérangés un petit peu, que ce soit parce qu'ils ont ri beaucoup de quelque chose dont ils n'auraient pas dû rire, ou parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui les a frappés. Et mon lectorat, c'est assez étonnant parce que j'écris des thèmes avec beaucoup d'hommes en amour, et mon lectorat est beaucoup des femmes de 40, 50, 60 ans. Et ça m'a toujours surpris. Et puis, je me rappellerai toujours de ce salon du livre à Montréal où une dame est venue me voir. Puis elle me dit, dans votre premier roman, rue Sainte-Catherine-Est, elle dit, quand je suis arrivé à la fin, je n'ai jamais autant pleuré. Puis elle me disait, ça m'a tellement interpellé. Et je ne vous dis pas la fin, parce que ça serait divulgacher mon livre, mais il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je dois dire que quand je l'ai écrit, je me suis rappelé, quand je l'ai écrit la première fois, j'ai pleuré. La deuxième fois, quand je l'ai relu, j'ai pleuré. La troisième fois, bien, si bien que rendu à la 30e révision, bon, on n'en pleure pas. Puis là, ça m'a rappelé l'émotion que j'avais eue quand je l'ai écrit. Et je me souviens, je dédicaçais le livre pour elle. Il était tout écorné. J'avais bien vu qu'elle l'avait lu, son livre et tout ça. Et en l'écrivant, j'ai senti une émotion. Et là, je me suis mis à pleurer. Et je me disais, mais quelle histoire!
la dame qui te raconte qu'elle pleure en lisant ton livre et toi, tu pleures en le dédicaçant. Alors, tout ça pour dire que je pense que les émotions, c'est toujours vrai. Les émotions, c'est toujours vrai et ça n'a pas d'orientation sexuelle, ça n'a pas comment je pourrais dire, ça n'a pas de couleur de peau, ça n'a pas de culture différente. Une émotion, c'est une émotion. C'est vrai dans toutes les langues et dans toutes les cultures. Et la peine, la peur, la joie, le plaisir, l'amour, ça n'a aucun... Tu n'as pas besoin de traduire ça. Et ça transcende tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que le geste d'écrire un livre est un geste, c'est un geste politique aussi. Et de l'avoir écrit de cette façon-là, d'avoir mis de l'avant des personnes et des personnes des communautés de LGBTQIA, ou des personnes gays et lesbiennes, si vous préférez, et trans et tout ça, d'avoir mis ces personnes-là de l'avant et que ces livres-là soient capables de parler à des gens qui ne sont pas de ces communautés, bien, je me dis, c'est un geste politique, je suis content de l'avoir fait. Ce n'était pas ce que je prévoyais faire au départ, mais ça devient un geste où, et je me dis, est-ce qu'on fait avancer un peu plus la cause de cette façon-là? Tu sais, je pense à mon ami Jean-François Guévremont, Rita Baga, qui est maintenant la drag queen la plus populaire au Québec. Mais ce que j'aime, au-delà du glamour puis du grand talent de Jean-François, ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il amène de l'avant des communautés, il élève la voix de gens qu'on n'entend pas habituellement ou qu'on n'écoute pas. Et rien que ça, je trouve que ça fait partie de son grand talent. Et j'essaie dans mon petit travail à moi de le faire. Mais je reviens toujours à l'idée, j'écris pour moi. J'écris parce que c'est un besoin. Moi, je suis un artiste et mon art me nourrit autant que mes 3 repas par jour. J'écris, pour moi, d'écrire, c'est de manger 3 fois par jour. J'ai besoin de ça autant que de la nourriture. Alors, c'est un besoin fondamental. Ça fait partie de qui je suis. Et maintenant, quand je l'exprime, je choisis maintenant de l'exprimer d'une certaine façon, par les livres. Et je suis content de voir que je peux parler à des gens d'une réalité à laquelle peut-être ils ne s'intéresseraient pas, mais de réussir à aller les chercher par une émotion. Puis je reviens toujours à ce que je dis toujours, l'émotion, c'est universel. C'est toujours vrai et c'est toujours pur. Et peu importe, il n'y a pas d'orientation sexuelle, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de culture différente. Une émotion, c'est une émotion. Et ce qui est intéressant dans l'émotion aussi que tu travailles dans tes livres, tu parles de violence conjugale, mais il y a des scènes d'humour. Oui. Donc, tu sais, combien de fois on voit des livres où c'est toujours lourd à lire tout le long, la violence, le kit. Mais là, il y a de l'humour qui se mélange à ça. Donc, il y a des émotions plus lourdes, mais des émotions de plaisir. Comment tu as réussi à balancer les deux dans le même livre? Bien, je pense que ça me reflète aussi comme personne. Je suis capable de vivre une grande, grande peine dans ma vie. Puis ma résilience me force à être capable de prendre un recul et d'être capable de rire. Et c'est une façon pour moi de survivre. Puis en même temps, je dois dire, si j'avais écrit un livre tellement négatif sur cette violence, ça n'aurait pas... je pense que les gens auraient lu ça puis se seraient jetés en bas d'un immeuble ou se tirer une balle dans la tête. Puis c'est pas ça qu'on veut faire non plus. Et je dois dire d'ailleurs que j'ai mis quand même, à la fin de ce livre, ce roman, puis ça va être dans la nouvelle édition, j'ai mis des ressources. J'avais une crainte que quelqu'un lise ça et se retrouve ce qu'on appelle en anglais des triggers, là, des déclencheurs, et que quelqu'un se trouve dans une situation de détresse parce que ça rappelle quelque chose qu'il ou elle a vécu. Puis je dois dire qu'à la première édition, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé de ça, qui me dit « J'ai lu ton livre et ça m'a pris quelques jours à m'en remettre. » Puis il dit, heureusement, tu avais des ressources et je suis allé voir, j'ai demandé conseil à quelqu'un. Alors, ça aussi, on doit être conscient de ce qui peut arriver aux gens quand on fait ce genre d'écriture-là, puis d'aller choisir des thématiques. En fait, je les choisis pas, les thématiques me choisissent. Et en fait, je dirais plus pire que ça, les personnages me choisissent et décident que je dois écrire quelque chose sur eux. Et... je te mens pas, là. Ça, c'est pas de la bullshit. C'est vrai. Parfois, je me réveille dans le plein milieu de la nuit, je dis « Oh my God! Oui, il faut que j'écrive ça. » Et je suis sur un nouveau texte qui s'appelle « Trop beau »,
qui est sur une relation justement avec quelqu'un qui a des tendances pervers narcissiques et quelqu'un qui a des tendances de manque d'estime de soi. Et donc, c'est le couple parfait pour la situation. Et je me réveille parfois la nuit, puis j'ai le personnage qui vient m'interpeller. Puis là, je vais écrire tout de suite. Puis comme je suis trop paresseux pour allumer l'ordinateur, j'écris ça sur une petite tablette de feuilles à côté de mon lit. Et le lendemain matin, là, quand je relis ça, je dis « Misère, Denis, t'aurais dû allumer la lumière quand t'as écrit. » Mais on parlait d'humour. Tu me permets-tu? Je vais lire quelque chose. Et c'est le premier chapitre, c'est le début du roman qui s'appelle Escale parisienne. Je vais juste, pas comme ça, puis je vais remonter le micro, parce que quand je suis debout, vous allez voir, je suis un petit peu grand. Voilà. Et je vais enlever mes lunettes pour lire. Je vais vous en lire un bout, c'est le début du livre. Et vous allez voir pourquoi je me suis permis de... Est-ce que je suis dans la lumière? C'est bon? Je suis dans le bon angle? Là, tout est beau? Oui. D'accord. Tu me niaises. Je perds toute notion de français international devant mon interlocuteur ébahi. Tu me fucking niaises. Il ne comprend pas un traître mot. Je pointe la photo du gars sur mon iPhone. Oups, le micro descend. Oups, excusez-moi, j'ai mal fait ça. Voilà. Il ne comprend pas un traître mot. Je pointe la photo du gars sur mon iPhone. C'est incroyable. Ben là, du coup, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, répond Christophe Cartier, CC pour les intimes, dont je fais déjà partie. CC. J'ai fait sa connaissance à peine 2 heures plus tôt lors d'une séance de dédicace à la librairie Les Mots à la bouche dans le Marais à Paris. Il m'interroge de son doux regard, ce même regard qui a croisé le mien, quand j'ai levé les yeux pour connaître le propriétaire des grandes mains velues posées sur ma table, en attendant ma signature et un bon mot sur la page de garde de mon nouveau roman. Et je le fais à quel nom? Christophe. Christophe Cartier. CC. Oui, tu peux écrire CC. CC. Ah, la maudite mode des acronymes. CC comme dans copie conforme ou copier-coller en langage informatique. Christophe Cartier fait quand même un peu CC avec son souci trop évident du dernier cri et des tendances. Si j'étais méchant, et je peux l'être à mes heures, je dirais que ses fringues, sa coupe de cheveux, sa longue barbe et ses airs et sa façon de parler parsemée de genre du coup en fait un vrai clone gay français, le type qui pullule dans les bars, les discos, le Marais. À la longue, ces mecs se ressemblent tous et deviennent fades, un peu comme les frites de McDonald's, sans texture ni couleur et encore moins de goût. Il me plaît quand même. Signe que moi non plus, je ne suis pas immunisé contre les tendances. J'ai même laissé pousser ma barbe. Comme elle n'était pas aussi fournie que celle de CC, ben, je l'ai rasée au bout de 2 mois, car j'avais plutôt l'air d'un oisillon mal nourri. J'avais adopté en même temps les chemises à carreaux. Durant ces 2 mois, j'avais l'allure d'un vrai lumber sexual. 7 mois dépassés, comme toutes les autres. Je suis convaincu qu'on trouvera bien un prochain look qui nous fera paraître encore plus stupide. CC m'a plu dès le premier regard. Alors, qu'est-ce que j'attendais? N'était-ce pas le moment idéal de recharger mes batteries? Mon projet est devenu clair. Mes yeux doux se sont fait langoureux. Il m'a souri en retour. J'ai écrit des mots aguichants dans sa dédicace. Je lui ai demandé de la lire tout de suite, faisant patienter un peu les lecteurs en file derrière lui. Avec toute l'imagination dont je suis capable, je n'aurais jamais pu créer un personnage aussi séduisant que toi. Ah, pour la subtilité, on reviendra, mais ça dit ce que ça devait dire. Ça le fait rougir. Yes! Je lui ai souri en retour. Puis, je l'ai invité à boire un pot après ma séance. Il m'a attendu, un peu à l'écart, dans l'espace réduit du sous-sol de la librairie où s'entassaient une 50aine de personnes. 50 personnes? Wow! Venus entendre ma conférence et faire dédicacer leur exemplaire de mon nouveau livre. Nous en avons profité pour échanger des œillades intéressés. Il a rougi, plusieurs fois même. J'ai gagné. Après 30 minutes, après avoir appliqué ma griffe à un énième livre, je ne m'en plains pas. Il est rare que les auteurs vendent une 30aine de livres en une conférence d'1 heure. Et après avoir salué et remercié le libraire pour l'accueil, je suis ressorti avec CC. Il m'a proposé d'aller dans un café à proximité. Les trottoirs et les rues du Marais sont remplis de monde. Impossible de marcher côte à côte, encore moins de tenir une conversation. Je suis resté derrière lui.
Je l'ai suivi tel un guide en montagne. J'en ai profité pour examiner son beau petit cul. Son beau petit cul excitant. Ça m'a rappelé que la dernière fois remontait à trop longtemps pour m'en souvenir. « Tu cesses de me mater les fesses? » Ben, je suis pris sur le fait. Comment c'est-il? A-t-il des yeux derrière la tête? Ben, difficile de ne pas m'en rendre compte, hein? Tu me les mates depuis la librairie. Et là, c'est à mon tour de rougir et au sien de ricaner. C'est vrai qu'il est pas mal, ton arrière-train. Pire, ce que je craignais le plus est arrivé. Ma grande timidité m'a encore fait perdre mes moyens, dont celui de m'exprimer sans m'enferger, sans trébucher sur mes mots. Puis on a inversé les rôles à nouveau. Mon prédicament l'a tellement embarrassé que ça a été à son tour de rougir une nouvelle fois, et moi, de ricaner. Finalement, nous avons rigolé de bon cœur et en même temps. C'est ainsi que nous avons conjugué rougir et ricaner ad nauseam. Dans tout ça, j'ai marqué un point. Bravo à moi. Et une première couche de glace entre nous s'est cassée, mais il ne s'agissait que d'une couche très mince. Nous sommes arrivés à destination, un café comme on en voit partout à Paris, où l'on s'assoit entassé, où les conversations se mêlent dans un brouhaha assourdissant. Un grand crème devant chacun de nous, la nôtre est demeurée superficielle, ce qui est normal lors d'une première rencontre. La lecture est venue me submerger, ce qui est prévisible quand un homme gay se trouve devant un beau mec. Je l'ai dévoré des yeux en fantasmant sur notre éventuelle intimité. Il ne me restait qu'à espérer qu'il ressente la même chose pour moi. Et ça, c'est le moment de vérité de la rencontre, un moment qui demeure inquiétant. Et la question qui tue. Dis-moi, t'as un petit ami? Non. Oui. En fait, j'étais marié. C'est compliqué. Lui raconter tout ça, surtout au premier rendez-vous, il n'y a rien de plus chiant que de se faire parler de d'un ex lors d'une première date. Rien de pire que pour tuer le désir émergent. Tu veux vraiment pas que je te raconte ça. Il insiste. Je te le dis, ça va gâcher le charme. Le quoi? Et voilà, ma timidité reprend le dessus. Le laisse faire. C'est jamais génial de pas parler de son ex avec un autre mec, surtout quand c'est la première fois qu'il m'interrompt. Ah, mais tu sais, moi, j'ai un petit ami. Si charme il y a eu entre nous, j'étais le seul à l'avoir ressenti. Wow! C'est clair que nous n'avions pas les mêmes intentions, lui et moi, en allant prendre ce café. Après un silence embarrassant de 10 secondes, qui m'a plutôt semblé 1 heure, il a brisé une autre épaisseur de glace. « Allez, fais pas cette gueule, t'es mon auteur préféré. J'adore les Québécois. Et votre accent, c'est sublime. Parle-moi encore, ça m'excite. » Là, j'aurais pu l'étriper. S'il savait comment ça m'enrage qu'un Français ait le culot de me parler de mon accent. Tellement que s'il continuait avec ça, j'allais lui faire avaler mon accent 1 page de mon nouveau roman à la fois. Il a trouvé ça un peu moins excitant, surtout que les mots les plus acerbes passeraient difficilement dans sa gorge. Attention au reflux gastrique. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont, les Français, à croire qu'ils sont les seuls qui n'ont pas d'accent? C'est « a », c'est « un » et c'est « en » que vous prononcez en « on », comme dans « maman »,« enfant ». Vous n'avez pas d'accent? Et ces mots anglais tels que « parking » ou « shopping » ou encore, avec l'arrivée d'Internet, vos mails, et que dire de vos meufs et de vos kiffs? Tiens, quand je parle d'autre chose que de moi-même et de mes amours pathétiques, je ne bégayais plus. Touché, mais je te kiffe quand même. Oups, désolé de m'être emporté. Hein? En fait, j'ai carrément honte. Si je pouvais, je fondrais et coulerais dans une bouche d'égout de la rue. Oui, je savais que les Québécois étaient chatouilleux sur la question de la langue, mais à ce point, vous êtes pire que les Belges. Veux-tu m'insulter davantage? Les Belges ne sont-ils pas la risée des Français? Je suis désolé, hein? Nous avons un peu la peau sensible au Québec. Je devrais dire que j'ai plutôt la peau sensible quand il s'agit de la langue. À nouveau, nous avons rigolé les deux en même temps, signe que l'incident était clos. La diplomatie française était sauvée et les relations internationales du Québec également. Parle-moi un peu de ton petit ami que je lui demande pour changer de sujet de conversation.
Ben, je fréquente un Américain depuis bientôt 9 ans. Un Américain. Lui aussi. Ouais, il habite à Los Angeles, c'est un agent de bord. Ah ben, quelle coïncidence. Mon ex vient également de cette ville. Il est agent de bord. Ben, quelle compagnie? American Airlines, que je lui réponds. Tu te fous de ma gueule? Ben, je me fous de ma gueule, moi. Mais qu'est-ce qui va chercher ça? J'ai beau comprendre les travers linguistiques des Français, mais ça finit par m'atteindre à la longue. Je lui réplique sur le même ton strident que le sien. Mais non, je me fous pas de ta gueule, chiante de français. Il fait la liaison Philadelphie-Paris, 5 fois par mois. Je comprends maintenant pourquoi mon ex ne voulait pas souvent m'amener à Paris, moi qui adore cette ville. Il prétextait que l'escale à Paris ne durait que 48 heures, à peine le temps de dormir une bonne nuit de sommeil, en fait 2. Ça ne tardait pas trop sur les détails. Hein? Et il ajoutait qu'il serait trop fatigué pour aller s'amuser avec moi. Donc, ça ne valait pas la peine. Je continue. Ben, mon ex doit certainement connaître ton petit ami. Les agents de bord gays ne sont pas rares. Les hétéros le sont plus, en effet. Cette fois, devant un bouc émissaire commun pour notre humour facile, nous rions de plein cœur. Personne n'est insulté. Puis, je précise que mon ex-chum est afro-américain. Un black qu'il préfère que je dise « Ah bon? Mon petit ami, lui aussi. » Alors là, c'est vraiment trop de coïncidences. Nous sortons nos iPhones. Il trouve une photo de son petit ami en quelques clics. Tu me niaises. Alors, c'est un livre, mais tu as quelqu'un qui bégaye, tu as quelqu'un qui a un accent français, mais quand tu le livres comme ça verbalement, on peut comprendre l'accent français, mais quand on le lit, ça doit être pas facile à... Alors, c'est pour ça que, oui, il faut vraiment que là, je me dis, il n'y a pas énormément de dialogue il y en a un peu plus que dans le reste du livre, il n'y a pas énormément de dialogue, mais je voulais quand même que les gens le lisant comprennent que, tu sais, mon personnage québécois, j'y mettais des expressions québécoises et le français, je mettais des expressions plus françaises, mais je me disais, je commençais avec l'humour, c'est quand même le premier chapitre, et là, on va découvrir, donc on comprend que mon personnage central découvre que son chum avait une relation avec ce gars qu'il rencontre à Paris. Un chum international. Puis en passant, ça, c'est un élément vrai du livre. Ça, c'est la seule chose que je veux vous dire qui est vraie. Je suis allé à Paris et j'ai découvert l'autre homme de mon chum. Tu l'as vraiment découvert par hasard? Par hasard, dans une rencontre littéraire qui n'était pas tout à fait comme ça. Là. J'ai assaisonné les choses un peu. Mais ouais. Et je me rappelle, cette fois-là, on regardait les photos, puis c'est incroyable. Et surtout que mon ex était quelqu'un de très, très jaloux. Et je me disais, mais c'est pour ça. Alors, c'était tellement énorme, c'est là que je me suis dit que la réalité dépasse la fiction. Je dis, je vais l'utiliser dans un roman. Ah, mais c'est bien, en tout cas, c'est intéressant. Puis en même temps, au niveau de l'écriture, tu fais du journalisme, tu es auteur, écrivain. C'est comme deux polarités totalement différentes. Donc, comment tu réussis à pouvoir rentrer dans des histoires comme ça, avoir un côté humour, tout en ayant du journalisme qui est très factuel, rationnel? En fait, ce que j'aime du journalisme, ça a fait de moi un homme rigoureux. Alors, quand j'écris, ma pratique artistique, elle est rigoureuse. Parce que pour publier, puis pour que son œuvre soit diffusée, il y a des choses qu'il faut qu'il soit faites. Il faut que tu sois... Le simple fait d'être à l'heure, quand on donne un deadline, tu le remplis, tu arrives à ton deadline. Alors, je suis rigoureux. Je suis rigoureux aussi dans les faits que j'utilise dans mes livres. Quand j'ai préparé ce livre-là, j'ai fait une grande recherche pour m'assurer que je ne me trompe pas quand je décrivais des endroits. Parce qu'il y a des endroits que j'ai dû inventer pour ne pas inventer. J'ai dû choisir parce que je ne pouvais pas utiliser les vrais endroits où ça s'est passé pour des raisons de confidentialité, puis je ne voulais pas révéler qui était la personne avec qui j'ai eu cette relation difficile. Alors, j'ai dû inventer des choses. Donc, c'est une rigueur, une recherche qui doit être faite. Dans l'écriture, moi, j'écris tous les jours, même quand je n'ai pas le goût d'écrire, je me dis, au moins, Tony, tu vas faire 20 minutes d'écriture devant l'ordinateur. Si je ne peux pas en faire plus que ça, c'est bien, je suis correct. Il faut dire que je tiens un journal intime aussi. Alors, ça aussi, ça nourrit mon écriture. Donc, il y a une rigueur au niveau de la pratique, il y a une rigueur au niveau de la recherche et au niveau du style, bien, ça, je m'en permets. Parce que j'ai écrit, on n'a pas le temps d'en parler encore, j'ai écrit une biographie récemment qui est celle de Laurent McEachin, qui est un grand
un grand militant LGBT au Québec. Et Laurent est décédé maintenant, mais j'ai fait des entrevues avec lui. Et ça, c'est un travail journalistique. Tout le travail, la recherche, les faits, les dates, les maudites dates, ça, c'est compliqué à trouver. Euh, des noms exacts de choses. Et je vais vous dire, là, il est sorti en août. Et j'ai écrit quelques autres biographies dans ma vie. C'est la deuxième où il n'y a personne qui m'écrit pour remettre en question un fait. Je me suis déjà trompé sur un fait avec la biographie que j'ai écrite sur Richard Abel, mais c'était pas énorme, mais ça me choquait. On l'a corrigé à la réédition. Mais celui-ci, il y a des... J'ai pas eu d'appel. Il y a quelqu'un qui me dit ou qui a appelé l'éditeur ou l'éditrice pour dire qu'il y avait des erreurs. Mais c'est un travail incroyable. C'est des centaines d'heures de recherche. J'ai consulté à peu près. J'avais compté, là, puis j'arrivais à presque 4000 articles de journaux, références que j'ai lus. J'ai fait à peu près 40 entrevues. Et j'ai passé environ 15 heures, pas en ligne, avec Laurent. Laurent était très, très, très malade quand j'ai fait des entrevues. Alors, quand j'avais fait 2 heures d'entrevue avec lui, c'était assez. Il fallait que je m'en aille. Et son chum, son conjoint m'a beaucoup aidé. Ça, oui, ça, c'est vraiment du travail journalistique. Quand, je ne sais pas, dans ma vie, moi, j'ai appris qu'il y a la vérité, il y a les émotions et il y a la rigueur. Et il y a aussi l'intérêt public. Et quand je choisis d'écrire un roman qui parle de violence d'une relation de couple et que je m'inspire de ma vie, je ne dis pas toute la vérité, parce que ça ne devient pas d'intérêt public, parce que ça me concerne et c'est ma vie à moi que je ne veux pas révéler aux gens. Je me permets d'inventer des choses. Mais ce que j'ai inventé est quand même basé sur de la rigueur, sur de la recherche. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Je suis pas... La différence entre... comme journaliste, je n'ai jamais inventé de faits. Je faisais mon travail rigoureusement en vérifiant, puis en double vérifiant, puis parfois triple vérifiant les informations. Et quand j'applique ça à mon écriture, bien, c'est sûr que oui, je me permets aussi de laisser des commentaires dans ce que j'écris, ce que je ne fais pas dans le journalisme, mais je me permets des commentaires, oui. Tu vois très bien que j'ai des blagues, que je ris de moi-même, puis je ris de mes personnages dans ce que j'écris. Oui, je me permets de l'humour, je me permets beaucoup d'émotions. Et ce que je ne dis pas, que je dois inventer, je l'invente à partir de choses qui sont probables, qu'on peut vérifier. Tu sais, j'irais pas... Par exemple, je ne ferais pas un livre où je dirais, ah, ben là, j'étais au bistrot Sainte-Catherine, ils avaient un beau, beau rideau rouge vif en arrière. Tu sais, mais non. Il y a quelqu'un qui va me dire, ben non, je suis allé au bistrot Sainte-Catherine, ils n'ont jamais eu ce rideau-là. Tu vois un peu où je vais. Je vais quand même laisser les choses comme elles pourraient être vérifiées, mais si je dois transposer et changer des faits, je le fais en toute connaissance de cause. Mais je ne mens pas. Je ne fais juste pas dire ce que je ne veux pas dire. Excellent. Tu sais que l'événement est numérique et on a Mégane qui est là à comptabiliser tous les commentaires. Et là, il nous fait signe depuis 10 minutes. Il dit, Raymond, j'ai des gens qui posent des questions. Donc, moi, je vais faire la traduction parce que notre amie Mégane n'a pas de micro. Elle va me crier la question. Je vais te la recrier. Parfait. Est-ce qu'il y a une version numérique au livre? Oui, alors, C'est ça qui est... oui, en fait, le livre va sortir en avril, je pense, à la deuxième semaine d'avril, aux éditions Crescendo. Ça, c'est du groupe Marcel Broquet. Et oui, il y aura une version numérique. Je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant au Québec. Je sais que mes autres éditeurs, ils sortent parfois la version numérique en même temps, puis parfois quelques semaines plus tard. Ah, OK. Pourquoi, je ne sais pas. Mais oui, ça va être disponible. Ça, de toute façon, ce que tu peux faire, Denis Martin, tu nous envoies toutes les informations de tes 13 livres, à quelle place qu'on peut les avoir, lesquels qui sont numériques. Mégane va se faire un plaisir de tout rajouter ça au montage, donc les gens vont pouvoir être Mégane, c'est pas compliqué, tu as juste à aller sur mon site web que je t'ai donné, tout est là. Tout est... Ah bon, DenisMartinChabot.com. Hey, c'est vraiment génial. En un seul mot, en minuscule, DenisMartinChabot, d'un trait.com. Excellent. Donc, ça permet de centraliser l'information, d'amener des gens. Puis, on peut te poser des questions sur ton site Internet? Oui, on peut m'envoyer des courriels.
Alors ça, je vais vous faire rire avec ça. J'ai sur mon courriel, quand je réponds aux gens des choses, tu sais, j'ai une petite note à la fin qui dit: je comprends qu'on n'a pas tous le même rythme de travail puis les mêmes horaires de travail. Alors, je ne m'attends pas à une réponse immédiate. Puis c'est pour dire aux gens, je m'attends pas à ce que. Je veux pas que tu t'attendes à ce que je te réponde tout de suite ici. C'est ça. Ça marche dans les deux sens. Non, parce que je trouve qu'on a perdu un peu cette idée que les gens n'ont pas que ça à faire. Moi, j'ai un téléphone intelligent, puis des fois, je trouve qu'il est pas mal fatigant. Tu sais, il vibre souvent, ça fait que il se fait mettre ailleurs pour pas me vibrer dans les poches, puis il sonne pas trop souvent, ce qui me dérange. Ben, ce qui arrive aussi, si tu envoies un courriel, tu ne sais pas si la personne est là, si elle l'a lu ou tout ça. Ouais. Mais quand tu es sur Facebook, les petites lumières vertes, les gens Ah voient oui. que tu es en ligne. Ouais, ouais. Sauf qu'ils ne comprennent pas que moi, j'ai 2 ordinateurs, j'ai 8 pages d'ouvertes, puis là, je suis peut-être dans InDesign ou dans la comptabilité. Donc, le Facebook, oui, c'est vrai qu'il est ouvert. Peut-être que je suis là, mais je ne le vois pas, les messages. Donc là, Ouais. je reçois un message. Après une demi-heure, il y a un point d'interrogation. Ça veut dire, tu n'as pas vu mon message encore? Ça, c'est Puis là, spécial. après, il m'envoie un courriel. Puis 2 heures après, il me téléphone. Hey, je t'envoie des messages, tu ne me réponds pas. Ouais. Ben non, pas le temps. Tu sais. Moi, j'ai toujours aux gens qui ont besoin absolument de me parler. Là, tu sais, bon, j'ai mon chum, mon agent littéraire, les gens pour qui je travaille à Maison Plein Cœur. S'ils ont besoin de me rejoindre, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi, c'est plus simple comme ça. Surtout, on a une boîte vocale, donc ils peuvent laisser un message. On peut se préparer avant de répondre Ben oui. aussi. Est-ce qu'on avait une autre question, Mégane? Ouais. Donc là, Mégane nous dit qu'il y a eu beaucoup de commentaires de félicitations pour le travail que tu fais. Peut-être une centaine de personnes à peu près là, Ah, qui oui. répondent. Donc, c'est vraiment C'est vraiment le formidable. fun, ça. Ben, merci beaucoup. Tu C'est sais, vraiment le une fun. vedette internationale comme toi. Tu sais. Je m'assume tellement pas comme vedette, comme personne connue, oui. Puis en fait, c'est un peu ce qui a motivé dans ma vie. Moi, j'ai fait un coming out comme personne vivant avec le VIH en 2016 parce que je trouvais que il y avait personne au Québec qui l'avait fait vraiment de son vivant. On a appris que des gens en sont morts, mais après, hein, une fois qu'ils étaient morts. Et je trouvais que moi, j'ai passé ma vie à raconter les histoires des autres, puis je me dis, je vais faire œuvre utile. J'ai consulté des gens et le 1er décembre 2016, j'ai fait publier une lettre dans la presse. Et j'ai donné une entrevue à Denis Lévesque, qui est au Journal de Montréal, et j'ai fait ce coming out-là. Et ce que je veux que les gens retirent de ça, c'est que c'est plus une condamnation à mort. Moi, je vis avec ça depuis 2004. C'est plus une condamnation à mort. Et en fait, quand on est sous traitement, comme moi je le suis, on est indétectable, donc je n'ai pas de virus dans mon sang comme tel. Il est ailleurs dans mon corps, puis on ne sait pas comment se débarrasser de ça, parce que dès que j'arrête les médicaments, il va revenir. Mais on est capable de le contrôler. Et ce qui fait que les risques de transmission sont, à toute fin pratique, nuls. Alors, quelqu'un peut être dans la même pièce que moi, je peux être... En fait, c'est plus dangereux d'attraper la COVID si je l'ai, parce que si tu te mets à tousser, Mais le VIH, ce n'est plus... Et je trouvais qu'on mettait de côté, il y avait encore ce jugement moral. Tu sais, moi, je me rappelle en entrevue, on me demandait comment j'avais attrapé le VIH. Je me disais, c'est la question la plus stupide à me poser. On le sait comment ça s'attrape. Est-ce que tu veux vraiment savoir ce que j'ai fait, avec qui, quand et comment? Est-ce que cette question-là présuppose qu'il y a des gens qui attrapent le VIH parce que c'est des mauvaises personnes, ils ont eu des relations sexuelles sans préservatif ou ils sont donnés de la drogue, à comparer aux gens qui l'attrapent par des transfusions sanguines, ça c'est des victimes innocentes. Tu vois, il y a tout ce jugement qui vient et le VIH est devenu aussi gros qu'il était parce qu'on n'a rien fait pour le contrôler. Pourquoi? Parce que ça touchait des gays au départ en Occident, alors qu'en Afrique, c'est une maladie d'hétérosexuels. Alors, et de toute façon, maintenant, on voit que, oui, c'est encore les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes qui sont les groupes les plus à risque et qui ont le plus gros taux d'infection au VIH, mais c'est quand même pas juste eux autres. On voit de plus en plus d'autres groupes qui peuvent être atteints de ce virus-là. Alors, je me suis dit, faisons une sortie, puis essayons de démystifier, et ça m'a embarqué. Je me suis retrouvé bénévole à Maison Plein Cœur et maintenant je travaille pour eux. J'aide au financement de Maison Plein Cœur parce qu'il y a des gens pour qui un diagnostic de VIH, c'est très dramatique pour toutes sortes de raisons. Ils ont peut-être d'autres conditions de santé, dépression chronique, problèmes de troubles anxieux, etc., ou consommation de drogue et qui se retrouvent avec, ou encore des situations culturelles. Il y a peut-être des familles où c'est... Tu sais, on a beau dire, puis on a beau dire, faire au Québec,
Oui, c'est sûr que d'être ouvertement gay, c'est quand même plus facile ici que ça peut l'être dans certains pays. Mais il y a des endroits au Québec où c'est pas très bien vu, ou dans certains endroits d'un Québec plus profond, moins ouvert d'esprit, c'est plus difficile pour ces gens-là. Il y a certaines familles, il y a certaines cultures où c'est plus difficile. Alors, il y a encore des gens qui se retrouvent donc avec une infection au VIH et qui vivent, tu sais, dans la clandestinité de leur diagnostic, qui doivent se cacher, prendre leurs médicaments quand ils sont capables d'en prendre, qui n'ont pas de soutien. C'est terrible de vivre comme ça. Et Maison Plein Cœur, donc, s'occupe des gens qui ont besoin de ce coup de pouce-là. Puis, moi, ça m'a interpellé, puis je me suis dit, j'ai passé ma vie, moi, à raconter les histoires des gens dans le trouble. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour les aider? Et ce qui fait que je ne mets pas de côté mes principes comme journaliste de ne pas prendre parti au niveau politique, mais quand on est dans les droits humains fondamentaux, d'aider les gens qui en ont besoin, de réduction des méfaits, pour moi, il n'y a pas de parti pris à avoir. Il n'y en a qu'une seule position, c'est d'être en faveur de ça. Les droits humains, on ne peut pas être contre ça. Et puis, j'ai déjà dit aux gens, la journée qu'on dira à Pierre Bruno qu'il ne peut pas militer pour qu'on aide à financer la recherche pour la leucémie chez les enfants avec sa fondation, ben, quand on lui dira, lui, qu'il ne peut pas faire ça, moi, j'arrêterai de faire ce que je fais. Mais pour le moment, ça n'enlève rien au fait que je suis toujours encore journaliste, mais j'aide ma communauté, je fais mon petit effort. Donc, à partir de ton vécu personnel, ça t'amène à mettre des ressources dans tes livres, à t'impliquer dans une ressource comme Maison Oui. Plein Cœur. À partir de ta littérature, ton penchant pour l'écriture, tu arrives avec Fierté littéraire où tu t'impliques encore une fois dans un autre organisme, un autre projet. Vedette internationale qui a encore beaucoup de temps à investir. En fait, je ne sais pas où je trouve le temps, mais j'ai regardé mon chien qui dort à peu près 27 heures par jour. J'imagine que moi, j'ai compris qu'il y a 27 heures dans une journée. Non, sérieusement, j'ai pris ma retraite de Radio-Canada en 2016, puis je me disais, j'ai le goût de faire des choses qui m'interpellent, qui me tiennent à cœur. Et je ne penserais pas que je serais rendu en 2021 à dire aux gens, depuis que je suis retraité, je suis plus occupé que je l'étais quand je travaillais à plein temps. Je pense que je n'ai pas compris c'est quoi que ça veut dire le mot retraite. Oubliez ça. Ça, je ne peux pas donner de conférence sur la retraite, les amis, je ne connais pas ça, je ne comprends pas ça. Ça ne marche pas chez moi, ça. Ben, je pense que ça fait partie de la retraite, c'est-à-dire de vivre différemment. Tu ne vis plus pour les mandats qu'un patron te donne, mais tu vis pour les mandats que tu te donnes. Effectivement. C'est une retraite vers la vie, vers l'épanouissement. Donc, J'ai un nouveau patron qui me donne des nouveaux mandats. Je savais d'ailleurs de lui parler parce que je trouve qu'il m'en donne pas mal à ça faire. en donne beaucoup. Est-ce que tu as d'autres lectures que tu veux nous présenter? Écoute, je vais reprendre un petit texte si je ne l'ai pas oublié. On terminera avec ça, j'imagine, parce que je vois que, mon Dieu, on a rempli notre heure sans s'en rendre compte. C'est un texte que j'avais lu à la nuit de la poésie et qui, moi, c'est comme une critique sociale que j'aime bien partager avec les gens. Ça s'appelle « Et si les mots parlaient ». Et je vais rester assis pour le lire, on n'aura pas besoin de changer d'angle de caméra. « Et si les mots parlaient, ils diraient nuance. À oui, à non, peut-être, pensons-y. À noir ou blanc, ce serait plutôt gris, pâle ou foncé. Et si les mots parlaient, ils feraient la file. Les beaux, les laids, les moches, les aguichants, les passionnants, les fatigués, les déterminés, les indécis, les gentils, les méchants, les tristes, les joyeux, les indifférents, les vilains, les bons, les moins bons, les juste corrects. Les vieux qu'on oublie, parqués dans leur manoir qu'on appelle le dictionnaire, qu'on ne visite plus. Les petits nouveaux qu'on regarde de haut, le nez levé, les petits coquins qui font rougir, les mots d'amour qu'on aime entendre, les mots de haine qu'on vocifère. Et si les mots parlaient, à certains, on leur ferait dire n'importe quoi. D'autres, contrariés, se tairaient, se réfugiant obstinément dans leur définition. C'est à la mode, vide de sens, surutilisé. Enfin, les emprunts, réclamant parfois un accommodement raisonnable pour se cacher sous le voile de leur origine. Refuser d'accorder le masculin et le féminin,
ou de conjuguer le même genre. Si les mots parlaient, diraient-ils la vérité, toute simple, sans préjugés, sans arrière-pensée? Or, quand les hommes parlent, c'est trop souvent des mensonges. Une toute petite critique sociale en quelques mots. On te remercie infiniment pour ton implication, pour ton art. Tu es une personne quand même importante pour le Québec, pour le quartier ici, à Hochelaga-Maisonneuve. Et en même temps, tu es une vedette internationale qui n'oublie pas ses racines ici, Montréal. Merci de ne pas nous oublier. Bien, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur d'être ici. Je suis toujours content d'être ici. Puis, je trouve tellement que toi, tu fais des choses importantes pour toutes nos communautés. Puis, on ne le dira pas assez souvent. Moi, je te le dis merci parce que je sais ce que tu fais pour Fierté littéraire, puis pour nos communautés et pour Maison Plein Cœur. Puis, tu sais, dans la vie, de dire merci à quelqu'un, là, c'est la plus belle des reconnaissances. C'est un mot qui n'a pas beaucoup de lettres, mais ce sont toutes des lettres importantes. Merci, Raymond. C'est moi qui te remercie. On s'auto-merci. Oui, puis on se ferait l'accolade, mais on fera ça après la pandémie. Virtuelle. J'ai mon vaccin bientôt. Ah oui, ben moi, c'est le 15 avril que je vais pouvoir recevoir mon premier vaccin. Comme toi. Entre-temps... Ben, oui. on va se dire, c'est ma blague, je l'aime beaucoup cette blague-là. Toi et moi, on n'a peut-être jamais atteint l'âge de raison, mais nous avons atteint l'âge de vaccination. C'est bien.